Buongiorno a tutti. La présentation va se faire en français. Je tiens déjà à remercier l'assistance d'être présente à l'heure du déjeuner. C'est toujours sympathique d'avoir des gens en face de soi. Cette présentation va être faite en 4 parties. Une partie sur l'hybridation, une partie sur la sélection et la valorisation des souches sélectionnées, et ensuite la production de ces levures sous forme sèche via le procédé easy to use pour valoriser l'effet de cette production sur la résistance des souches. Donc cette présentation sera intercalée. Je commencerai au départ par l'hybridation et par les premiers criblages de ces levures. Nous passerons ensuite la main à Jean-Christophe Crachereau qui s'occupera de la méthodologie pour la sélection, le criblage au niveau de l'extraction des polyphénols et de la dégustation. Et je reprendrai la main, comme ça on essaiera de garder le tempo, pour finir sur l'easy to use. Comme vous le savez, en guise d'introduction, les exigences des vignerons sont de plus en plus fortes au niveau des souches de levure, et on n'est plus du tout à ce moment, à notre époque, on n'est plus du tout sur juste la sécurisation de la fermentation, mais on est aussi sur l'apport véritable des levures au niveau des caractéristiques aromatiques et organoleptiques. On a aussi une demande très forte, une exigence très forte des vignerons quant à l'utilisation de ces levures pour faciliter leur travail. Mais ce plus surtout au niveau des caractéristiques aromatiques et organoleptiques, ce plus, il est trouvable dans la nature, mais il n'est pas si facilement trouvable. Et donc, nous avons à notre disposition maintenant diverses techniques qui permettent d'améliorer ces souches-là, ces souches déjà dites œnologiques, donc déjà sélectionnées pour une application œnologique, mais d'améliorer leur performance analytique, organoleptique, d'améliorer aussi leur utilisation. Parmi ces techniques, on peut citer la mutagénèse, qui est l'introduction de mutation par des facteurs externes sur les levures, sur les souches de départ. On a aussi l'évolution dirigée, qui consiste à mettre les levures dans un milieu de stress et à commencer à adapter cette levure progressivement à ce stress pour améliorer ses capacités. Nous avons bien sûr la modification génétique et génétique. Et nous avons la dernière possibilité qui est l'hybridation. L'hybridation, je vais parler de l'hybridation comme technique relativement puissante d'amélioration des souches. L'hybridation, elle est à la base un phénomène naturel que tout le monde connaît, c'est la reproduction sexuée. C'est un phénomène complètement naturel, mais qui n'intervient que dans des conditions assez spécifiques. Vous avez ici le schéma de vie, par exemple, de la Saccharomyces cerevisiae. Et on connaît très bien, et surtout en savoir-faire industriel, la base de la connaissance des levuriers, et surtout non pas la reproduction sexuée, mais la reproduction asexuée, surtout ce qu'on dit être la croissance végétative, la multiplication, ce qui nous permet d'avoir de la biomasse. Donc par rapport à des conditions de non-stress, non limitantes, en nutrition, en oxygène, dans des conditions favorables, la levure, les spores de la levure contenant une seule partie de l'information génétique, une seule copie, vont pouvoir par mitose se développer, se dédoubler et donner une production de biomasse. Ce qui nous intéresse plus particulièrement, parce que là on va conserver, on va copier le propre matériel génétique, on ne va pas le modifier ou très peu. Ce qui va être intéressant au niveau de l'hybridation, c'est surtout de se passer au milieu, de se positionner dans les conditions de sporulation. Dans les conditions de sporulation, qui finalement, on va mettre la levure dans des conditions un petit peu particulières, dans lesquelles elle va sporuler, c'est-à-dire elle va produire des tétrades, elle va se mettre dans une relation de méiose, et produire 4 spores, 2 de type sexuel A, 2 de type sexuel alpha. Or, ces types sexuels vont pouvoir par la suite se croiser, et c'est la capacité en fait de ces souches, qu'elles soient diploïdes, de produire ces spores qui est à la base de l'hybridation. Ces spores, finalement, vu qu'elles peuvent provenir de plusieurs sources, de plusieurs espèces ou de différentes sources de la même espèce, elles vont finalement introduire des changements, des
et surtout une combinaison génétique entre les deux parents, et donc une possible adaptation de la souche fille aux nouvelles conditions. Vous avez des hybrides intra- et interspécifiques, selon si c'est dans une même sous-espèce ou entre espèces différentes. Et l'intérêt applicatif de l'hybridation, c'est justement cette combinaison génétique entre les deux souches mères, et cette combination qui peut être des propriétés métaboliques des deux parents. Et donc cette génération possible de souches améliorées vis-à-vis des caractéristiques pathologiques. La mise en place pratique au laboratoire, d'abord, forcément se positionne sur le choix des souches parentes. Le choix des souches parentes, on va reprendre cet exemple du parent 1 et du parent 2, finalement, qui va être tout le long de la présentation. Quel était le but de prendre ces deux parents? Vous le voyez ici, en fait, nous avions un parent 1, donc une souche mère, qui était intéressante dans la favorisation de l'extraction des polyphénols, et aussi un très bon contributeur aromatique. Par contre, cette souche, vis-à-vis des exigences actuelles, donc la richesse de plus en plus importante en sucre, et de la demande de plus importante aussi de maturation polyphénolique après coup, n'était plus adaptée finalement à une concentration en sucre élevée, donc une résistance aussi aux conditions fermentaires difficiles, avec une demande élevée en azote, et une fermentation relativement lente. Donc on a décidé d'hybrider cette levure, finalement cette souche mère, avec une autre souche de notre collection qui avait exactement les caractéristiques, je ne vais pas dire inverses, mais en tout cas au niveau de la rapidité de fermentation et de la résistance aux conditions de fermentation difficiles, était un des best-sellers dans notre collection, et qui part, on le verra après coup, sur l'extraction, la favorisation de l'extraction des polyphénols et sur la contribution aromatique était relativement bonne. L'étude, d'abord, à la base de l'hybridation, est l'étude des souches mères, parce qu'il faut pouvoir les faire sporuler, et ce n'est pas forcément toujours facile à faire. Et une fois qu'on les a fait sporuler, il faut voir si ces spores sont visibles ou pas. Donc, on les fait sporuler dans un milieu spécifique, puis on les fait germer dans un milieu riche pour produire de la biomasse et avoir la possibilité finalement de récupérer une spore stable. Puis on analyse son type sexuel, qu'il soit A, qu'il soit alpha, par cette PCR mating type, qui est en fait l'amplification de Loki, qui permet d'identifier le type sexuel de ces spores-là. Et on va finalement croiser deux levures, choisir une spore alpha et une spore A pour faire cette hybridation. En ce qui concerne le parent 1 et le parent 2, finalement, en sporulation, on avait des résultats satisfaisants, c'est-à-dire le pourcentage d'ascospores qu'on arrivait à obtenir par cette méthode spécifique était très satisfaisant pour poursuivre l'étude. Le taux de germination était OK également, on pouvait le faire croître sur un milieu riche. Par contre, on s'est opposé à quelque chose qui arrive parfois dans certaines souches de levure, c'est-à-dire leur homotalisme. Alors qu'est-ce que c'est l'homotalisme? Finalement, c'est la capacité de certaines souches à produire des spores, et ces spores finalement vont changer de type sexuel très rapidement. Donc quand on les enrichit, quand on les fait croître dans un milieu riche, au bout parfois de la deuxième miteuse, une spore de type sexuel A va devenir une spore de type sexuel alpha. Et ça va être un gros problème, et c'est le problème qu'on a eu sur le parent 1, c'est un gros problème parce qu'après on n'est plus capable de distinguer une spore A et une spore alpha pour l'hybrider avec une spore du type sexuel différent du parent 2. Donc l'hybridisation classique était compromise. La solution à cette problématique, finalement, elle se déroule au niveau de la micro-manipulation. On va faire sporuler les levures, produire des tétrades, et consécutivement à la dissection des tétrades, on va hybrider la levure, c'est-à-dire par micro-manipulation, on va mettre en relation une spore A du parent 1 avec une spore alpha du parent 2 et vice-versa. Puis ensuite, on va vérifier si on a véritablement bien fait des hybrides en souche diploïde finalement. Schématiquement, ça donne ça. Sur plaque, on va faire les tétrades, on va les disséquer directement après la formation des tétrades, et on va mettre une spore du parent 1 sur une spore du parent 2 pour les faire se croiser.
Une fois qu'on a fait ça, finalement avec le parent 1 et le parent 2, on a trois possibilités. La première possibilité, c'est d'avoir des spores stables de type sexuel A, de type sexuel alpha, juste du parent 2. On a une possibilité finalement d'hybridation, mais d'hybridation finalement dans la souche 1, qui va être finalement un croisement de la souche A, de la spore A et de la spore alpha au sein même du parent 1, ce qui ne sera pas forcément un hybride. Et on va avoir une troisième solution qui sera finalement le croisement d'une spore A ou alpha du parent 1 avec l'autre type sexuel inverse du parent 2, ce qui est finalement un vrai hybride. Donc la première des choses à voir, c'était de faire une PCR mating type pour savoir si déjà on avait des souches diploïdes. Et une fois qu'on avait ces souches diploïdes, éliminer finalement celles qui étaient de la self-diploïdie, c'est-à-dire finalement une hybridation du parent 1 entre parents 1. Pour ça, on a fait une PCR TY, ou Transposons of Yeast. Donc les transposons sont des éléments génétiques mobiles qui se placent dans le génome à différents endroits, et différents endroits en fonction de la souche, qui vont permettre finalement de faire un profil génétique quand on va amplifier ces segments entre deux transposons, vont permettre d'avoir un profil génétique de la souche. Et on part du principe qu'il y a plus de probabilité, si jamais dans les souches diploïdes, on a d'avoir une partie provenant du parent 1 et une partie provenant du parent 2, que ces hybrides sont des hybrides vrais, c'est-à-dire entre les deux parents. Une fois qu'on a créé ces hybrides, mais finalement, le plus important est de les cribler au niveau spécifique, au niveau des paramètres chronologiques. Et donc les premiers criblages finalement que nous avons fait étaient très basiques sur les paramètres chronologiques de base. Ces paramètres chronologiques de base, finalement, à même, on va dire, assimilation du glucose, on s'est basé sur l'assimilation du fructose, à savoir sur un moule complètement synthétique de type le SAPRE de 150 g par litre de sucre et 250 ppm d'azote assimilable, donc finalement haut en sucre mais non limitant en azote assimilable. On a regardé en fait ces 68 hybrides vrais, qu'est-ce qu'ils donnaient en fin de fermentation sur la consommation de fructose. On s'est aperçu qu'on avait vraiment de très grosses différences dans les souches filles. Et vous avez le parent 2 qui est sur le côté gauche, donc qui se caractérise finalement par une consommation du fructose assez importante. Et vous avez le parent 1, j'ai pas mis les 68 hybrides, le parent 1 qui est du côté droit, qui montre justement ces difficultés finalement au niveau de l'assimilation du fructose et donc des conditions difficiles de fermentation. Par rapport à ce premier screening, on a voulu prendre 8 hybrides, les 8 hybrides qui finalement présentaient les meilleures caractéristiques au niveau de cette assimilation. On a enfin doublé ce screening sur un autre mousse synthétique, mais cette fois-ci au niveau cinétique et analytique. Donc un mousse synthétique un petit peu plus, on va dire, contrôlé, un mousse synthétique de type OIV, qui va permettre de regarder véritablement la cinétique et les paramètres analytiques de base. Et vous avez ici les cinétiques des 8 hybrides en fonction des parents 1 et des parents 2. Et vous voyez bien que le parent 1, dans des conditions à 250 g par litre de fructose, c'est-à-dire à peu près 15% d'alcool final, était bien plus lente que le parent 2, pardon. Et tous les hybrides, finalement, que nous avons sélectionnés vis-à-vis du fructose, de l'assimilation du fructose, étaient présents dans les cinétiques rapides. Nous avons pris le parti de prendre ceux qui étaient intermédiaires, finalement, qui avaient une cinétique assez rapide, mais qui, par leur cinétique, penchaient du côté du parent 1 pour avoir plus de chances d'avoir des caractéristiques organoleptiques intéressantes. Et nous les avons screenés sur le sucre résiduel, l'acétaldéhyde et les acétals. À partir de finalement de ce premier criblage cinétique et analytique, nous avons sélectionné ces 3 hybrides. Et ces 3 hybrides sélectionnés sur un mousse synthétique, c'est intéressant, mais si on veut améliorer et surtout caractériser leur possibilité à favoriser l'extraction des polyphénols et leurs caractéristiques organoleptiques, eh bien, il fallait le faire sur mou naturel en conditions faibles. Et j'appelle Jean-Christophe pour vous parler de cette étude. Buongiorno. Désolé, c'est tout ce que je dirais en italien. Alors, effectivement, 3 souches hybrides ont été sélectionnées au laboratoire. Il faut maintenant
maintenant évaluer ce qu'elles peuvent donner dans des conditions à la fois qui permettent de les comparer avec toutes les conditions égales, mais en se rapprochant le plus possible des conditions de la production. Alors pour cela, nous avons travaillé sur une vendange de raisins rouges, de merlot, d'un secteur moyen du Bordelais, assez représentatif du secteur de l'entre-deux-mer. Et pour cette étude, il était important de pouvoir travailler dans des conditions de macération des pellicules similaires pour toutes les modalités. Donc pour cela, nous avons un protocole sur place dans l'entre-deux-mer, une annexe de notre chai expérimental, où nous pouvons récupérer la vendange qui a été récoltée à la machine à vendanger, égoutter cette vendange, homogénéiser les pots, reconstituer ensuite le rapport marc sur jus dans chacune des cuves, de manière à être vraiment dans des conditions identiques. Et ensuite, toutes ces cuves remplies identiques sont ramenées au centre expérimental que vous avez ici en photo, sur notre centre principal au nord de Bordeaux. Donc, nous avons travaillé dans des cubes de 200 litres qui permettent d'avoir un effet de masse et des résultats au niveau des vins qui sont très similaires à ce que nous aurions en taille réelle de cuverie. Donc on n'est plus à l'échelle de micro-vinification, mais vraiment de mini-vinification à l'échelle pilote, avec des conditions très semblables à la pratique. Alors, ici vous avez les caractéristiques du mou. Donc nous avons un mou qui est très classique, d'une assez bonne maturité, avec une concentration en polyphénol, je dirais, assez moyenne. Les analyses de polyphénol qui sont données ici sur mou sont des analyses qui sont réalisées le lendemain. On le fait sur chacune des cuves, là nous avons montré que le niveau moyen, de manière à vérifier, là aussi, dès le lendemain, l'homogénéité de la reconstitution du rapport marc sur jus. Elle n'a pas de sens sur la prévision de la concentration polyphénolique finale. Et l'azote assimilable qui est important là, qui était relativement faible et insuffisant pour un bon déroulement des fermentations et l'évaluation des souches. Il y aura une complémentation. Alors au niveau des modalités choisies, alors nous avons un témoin. Donc ce témoin qui est une souche très couramment utilisée dans le Bordelais, qui est d'une grande sécurité fermentaire, peu productrice d'acidité volatile, réputée assez neutre. Un grand secret, si je la cite, c'est la souche 522 Davis, dans la version produite par la société Fermentis, donc c'est la SC22. Par rapport à cette référence, qui est importante, c'est notre souche de référence pour tous les essais de levure que nous réalisons, quelle que soit la société, parce que nous travaillons pour une société en prestataire indépendant. Donc nous avons comparé ce témoin avec les deux parents et les trois souches filles hybrides nommées A, B et C. Alors toutes les inoculations sont faites à la même dose, à 20 grammes hecto. Il a été choisi de faire une vinification à une température pas trop élevée, 24 degrés. Il y a eu une chaptalisation assez importante parce qu'un des éléments qui nous intéressait, c'était aussi la résistance pour des degrés relativement élevés et que nous rencontrons de plus en plus souvent à Bordeaux. Donc on a chaptalisé jusqu'à atteindre 15 degrés d'alcool potentiel. Et l'ajustement d'azote a été réalisé également dans une idée, je dirais, de se rapprocher le plus possible de ce qui se ferait sur le terrain. C'est-à-dire qu'une des souches parents, le parent 1, vous l'avez vu, qui est la cinétique la plus lente et qui est connue pour avoir les besoins les plus importants, a été réajustée avec un niveau d'azote supérieur aux autres souches pour pouvoir la comparer au niveau des résultats du vin dans la zone de confort dans laquelle elle serait employée en production. Alors, ensuite, nous avons fait un fonctionnement très classique sur Bordeaux, une macération de 15 jours. Ensuite, il y a l'écoulage, le pressurage. Nous choisissons de ne conserver que les vins de goutte pour ne pas avoir de biais liés aux conditions du pressurage si on réincorpore les vins de presse.
toutes les analyses et les dégustations qui vont suivre vont être uniquement sur le vin de goutte après cette macération de 15 jours. Par contre, nous mesurons et nous vérifions aussi de manière ultime que les rapports marc-sur-jus que nous avions créés au départ, au moment du pressurage, en faisant les mares et en mesurant les volumes de vin de goutte et de vin de presse, étions bien dans des conditions similaires. Après ensemencement en bactéries lactiques, stabilisation, filtration et mise en bouteille. Donc tout d'abord, les contrôles d'implantation sont positifs, ils sont tous supérieurs à 80%, voire la plupart même supérieurs à 90%. Donc les conditions qui se sont très bien déroulées. Et vous voyez au niveau des cinétiques de fermentation que nous retrouvons bien les deux courbes extrêmes. La souche la plus rapide, c'est le parent 2, comme nous l'avions vu au laboratoire, et la souche la plus lente, c'est le parent 1. Les hybrides montrent bien un comportement fermentaire très cohérent avec ce qui avait été trouvé au laboratoire. Et nous voyons que notre témoin présente une cinétique tout à fait similaire à celle des hybrides. Au niveau de la fermentation malolactique, il n'y a pas grand chose à dire. Nous avons des fermentations malolactiques avec ensemencement qui se sont déroulées très bien. Les différences de durée sont principalement liées au niveau d'acide malique au départ, qui est différent parce que certaines souches ont consommé un petit peu plus d'acide malique que les autres. Mais grosso modo, nous pouvons dire qu'il n'y a pas d'interférence négative avec les bactéries lactiques pour aucune des souches qui ont été étudiées. Alors, au niveau des analyses, nous allons comparer les analyses sur vin à deux moments. Juste après la fermentation malolactique et ensuite après la mise en bouteille. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? En fait, nous avons eu tout l'élevage avec la stabilisation tartrique qui est de plus de 15 jours à 4 degrés, donc qui a un effet assez important sur la stabilité, notamment des polyphénols et des anthocyanes qui interviennent pour la couleur. Donc ici, pour vous montrer les différences au niveau des degrés alcooliques et de l'acidité volatile. Alors nous voyons tout d'abord qu'il y a une différence d'acidité volatile. Les souches filles, les trois hybrides, présentent une acidité volatile légèrement supérieure à leurs parents et assez nettement à celle du témoin, tout en restant à un niveau très très raisonnable. Et ce qui est intéressant de voir, là aussi plus pour vérifier notre méthodologie, c'est que ces différentes acidités volatiles n'ont pas évolué pendant tout l'élevage et jusqu'à après la mise en bouteille. Ensuite, au niveau de l'extraction des polyphénols, nous avons certaines différences. Donc, nous voyons que l'hybride A présente un niveau d'extraction en polyphénol assez important, assez similaire à celui de la souche de référence, du témoin, mais même un petit peu plus fort au niveau à la fois des anthocyanes et de la quantité de tanin mesurée par l'indice de polyphénol total. Nous remarquons ensuite que nous avons les deux parents qui présentent des différences d'extraction assez importantes et les deux hybrides B et C qui ont un niveau intermédiaire. Après les traitements de stabilisation et l'élevage, nous avons une diminution principalement des teneurs en anthocyanes, qui est classique, mais nous retrouvons toujours le classement et la hiérarchie des concentrations polyphénoliques de chacune de ces modalités.